Michel de Fork sur Instagram demande « Bonjour Charles Dowding, j'adore votre contenu ici. Ma question est la suivante. Quelle est l'idée reçue la plus courante que les gens ont sur le jardinage sans labour? Et comment peuvent-ils la surmonter pour obtenir de meilleurs résultats? La méprise la plus fréquente concerne le compost et la quantité nécessaire. Et je pense qu'on croit souvent qu'il en faut beaucoup. Les gens pensent qu'ils ont besoin de beaucoup de compost pour pratiquer la culture sans labour et ils diront « Eh bien, je ne peux pas faire de culture sans labour car je n'arrive pas à avoir assez de compost. » Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais d'un point de vue plus important, ce n'est pas vrai non plus. Je réponds parfois de façon indirecte, puis je résume brièvement à la fin. Mais ces deux plates-bandes côte à côte, l'une que je bêche, l'autre que je ne bêche pas. Donc bêchée et non bêchée. Elles reçoivent toutes les deux, chaque année, chaque décembre, la même quantité de compost. Et chaque année, nous enregistrons toutes les récoltes des deux plates-bandes. Et c'est maintenant la 13e année. J'ai les résultats de 12 ans et sur 12 ans. Les récoltes de la plate-bande sans labour donnent 11% de nourriture en plus pour la même quantité de compost. Et pour moi, cela montre que, pour cultiver la même quantité de nourriture sans labour, on a en fait besoin de moins de compost. Parce qu'une autre chose qui le confirme, c'est que la teneur en carbone de ce sol est de 14% pour le sol labouré. Et celui-ci était à 18%. Ainsi, pour la même quantité de compost, le sol retient plus de fertilité, car tout labour libère du carbone. Une partie s'oxyde en monoxyde de carbone, d'autres phénomènes surviennent. Toutes ces choses prises ensemble indiquent clairement que vous avez besoin de moins de compost pour réussir avec la méthode sans labour. Mais je pense que j'ai embrouillé les gens en insistant vraiment sur l'intérêt de mettre plus de compost au début, la première année, quand on commence. C'est à ce moment-là que c'est vraiment important d'améliorer la fertilité de votre sol. Je comprends que cela reste un obstacle pour ceux qui n'en obtiennent pas assez pour le faire. Vous savez, environ 10 cm la première année. Donc il y a deux solutions à cela. La première, c'est de cultiver moins de surface. Donc, cela veut dire qu'avec la même quantité de compost, vous pouvez couvrir une surface plus petite. Et ce n'est pas aussi fou que ça en a l'air. Par exemple, ce parterre ici, 1,5 par 5 mètres, soit 5 par 16 pieds. Chaque année, il donne plus de 100 kilos. En 12 ans, cela fait 105 kilos. Environ 220 livres de légumes prêts à cuisiner proviennent de cet espace. Tout ici correspond à des secondes plantations. Nous avons déjà récolté 60 kilos de nourriture de ce parterre cette année. Aujourd'hui, c'est le 1er août. Préparez-vous à découvrir combien de nourriture vous pouvez cultiver sur une petite surface avec assez de compost. Une autre façon de faciliter cela au début est d'utiliser moins de compost. C'est possible. Vous devrez sans doute désherber plus avec des résultats moins spectaculaires. La méthode sans labour peut aussi marcher avec moins que ce que je recommande au départ. Et l'amélioration globale de la santé du sol en fait toujours une pratique très intéressante. Et j'encouragerais toute personne qui s'inquiète pour le compost à explorer toutes ces possibilités de le faire, peut-être à une plus petite échelle. Lutunide sur Instagram demande « Quelle serait votre recommandation pour les 3 premiers outils de bonne qualité dans lesquels investir ? Et que suggéreriez-vous comme étant les 5 meilleurs légumes ou fruits à planter en tant que jardinier débutant du point de vue du retour sur investissement ? » Il est facile d'être trop ambitieux et de se laisser submerger. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que c'est vraiment une très bonne question, parce que commencer d'une manière où l'on se sent maître de la situation est un sentiment très important. Ça permet de rester intéressé et impliqué. Et on n'a pas ce sentiment d'être dépassé qui peut parfois pousser les gens à abandonner. C'est la dernière chose que nous voulons. Donc 3 outils, truelle, plantoir et fourche à fumier. Il y en a d'autres, bien sûr. Pour moi, les 2 premiers, je les utilise souvent, mais je trouve cela assez difficile. Donc ma truelle se trouve être en cuivre, mais cela pourrait être n'importe quelle truelle de bonne qualité. En fait, en termes d'investissement, vous savez, de bonne qualité, je dirais que le cuivre mérite d'être considéré. Implémentation.co.uk les vend au Royaume-Uni pour environ 45 livres sterling. Vous pourriez dire, combinez-le avec un cadeau de Noël ou quelque chose comme ça, je ne sais pas.
Si vous pouvez mettre la main sur l'un de ceux-ci, je pense que vous verrez que ça en vaut vraiment la peine parce que le cuivre ne rouille pas. Il glisse vraiment facilement. Ils sont magnifiquement fabriqués. C'est agréable à utiliser. Ils deviennent comme une seconde main et ils sont utiles pour enlever les mauvaises herbes vivaces à racines profondes comme le liseron, le chien-dent et toutes celles-là, ainsi que pour planter des pommes de terre de semences, toutes les plantes que vous avez cultivées en pot comme les tomates et les courgettes. Outil polyvalent, je l'utilise aussi pour gratter les mauvaises herbes, comme une houe. Quand je fais le tour, je cherche toujours les mauvaises herbes qui sont encore assez petites pour les enlever petites, je devrais dire, avant qu'elles ne deviennent trop grandes. Si vous en avez un, je le garde parfois dans une poche et vous grattez les mauvaises herbes par temps sec. Quand elles sont petites, elles meurent aussitôt. Oui, excellent choix. Et le second, c'est celui-ci, car je me suis longtemps demandé pourquoi les plantoirs à long manche ne sont pas plus accessibles. Celui-ci, je l'ai conçu spécialement pour cet usage. Ça évite de se faire mal au dos. On ne se penche pas autant. C'est pour faire des trous pour repiquer. N'importe quelle plante peut être mise dans terre avec ça, c'est facile à faire. On a plus de levier d'ici que là-bas, en bas. J'ai arrondi le bout sans le rendre trop pointu avec celui-ci. La plupart des plantoirs que je vois ont une pointe trop aiguë au bout, ce qui fait que quand on l'enfonce, on obtient une sorte de vide au fond qui ne sert à rien. Mais je pense qu'ils sont faits comme ça parce que la terre qui a été retournée durcit très vite et il faut quelque chose de plus pointu pour pouvoir y pénétrer. Et avec la méthode sans labour, parce qu'on a la surface souple du compost, elle s'enfonce facilement tant que c'est assez humide. Parfois, il faut arroser avant de planter. Si c'est humide, elle s'enfonce facilement et on peut repiquer vite. Tout dépend de la rapidité et de l'efficacité. Rendre tout cela possible, le jardinage peut représenter beaucoup de travail. Donc, ce sont des outils qui allègent vraiment la charge de travail. Et le troisième est intéressant parce que c'est une fourche, mais ce n'est pas une fourche à bêcher. Et une fourche à fumier est spécialement conçue pour glisser facilement dans le compost, le fumier ou toute matière organique, un tas de feuilles mortes, peu importe ce que c'est. Elle a des dents fines qui sont légèrement courbées et qui pénètrent facilement, puis on peut passer en dessous, voire la faire glisser au niveau du sol sans creuser dans la terre et soulever. Je l'utilise aussi pour retourner le compost et glisser le long du bord d'un tas. On obtient une sorte de bord en falaise et cela mélange très bien les matériaux. Et c'est un exemple d'outil bien conçu pour son travail qui vous fait gagner du temps parce que vous n'avez pas à forcer et il y a peu d'efforts pour le dos quand vous utilisez un outil comme celui-là de la meilleure façon. Et ensuite, 5 légumes préférés. Waouh, c'est difficile de faire un choix. Je dirais en numéro 1, les pommes de terre d'eau parce qu'elles sont faciles. Elles sont faciles et elles vous donnent beaucoup de nourriture. Vous récupérez vos pommes de terre de semences au printemps et les plantez en avril selon leur variété. Primeur, seconde ou tardive. Pour une primeur, récolte en 2,5 mois. Pour les secondes, en 3 à 3,5 mois. Pour les tardives, en 4 à 5 mois. Donc, même pas toute l'année. Mes préférées sont les secondes parce qu'on obtient une bonne quantité de nourriture. Elles se conservent facilement jusqu'au printemps dans des sacs en papier à l'abri de la lumière. Et on peut cultiver quelque chose après elles. Donc, ce ne sont pas des cultures de toute la saison. Vous avez la possibilité de mieux utiliser votre espace. Et pourtant, vous avez toute cette nourriture grâce aux pommes de terre. En deuxième, ce seraient les feuilles de salade, de n'importe quel type. Et cela ne veut pas dire seulement la laitue, mais la laitue est en première position à cause de son rendement incroyablement élevé et de ses feuilles savoureuses. Je pense que la plupart des gens aiment la laitue. Et je suis toujours étonné de voir combien j'obtiens d'un carré de laitue. Dans mon petit jardin cette année, j'ai cultivé 20 plants sur 1,5 mètre carré, produisant 12 kilos de feuilles de salade sur près de 3 mois en récoltant régulièrement les feuilles extérieures. Ceci est aussi lié à votre méthode de récolte. Il existe de nombreuses connaissances et compétences liées à ces conseils simples. Une remarque aussi sur les feuilles de salade. En automne, la roquette est délicieuse. En hiver, il y a le pourpier d'hiver et la claytonie. Différentes salades selon les saisons. Même avec un petit espace, vous pouvez obtenir beaucoup de nourriture fraîche, très bénéfique pour la santé. En partant de ces deux-là, une partie de ce que je recommanderais dépend de vous, de ce que vous aimez le plus manger.
Ça ne sert à rien que je sois ici à recommander quelque chose que vous n'aimez pas vraiment. Donc le troisième que je dirais serait l'ail. Si vous aimez l'ail, cultivez-le car il coûte cher à l'achat. Vous verrez qu'en cultivant votre ail, la saveur est bien meilleure. C'est aussi un excellent vecteur de santé et de vitalité. Vous cultivez donc la santé. C'est facile à cultiver. Plantez les gousses en octobre. Ils poussent surtout durant l'hiver. La croissance s'arrête en juin, souvent fin juin pour les variétés à collet souple. Vérifiez si vous cultivez un collet souple ou dur. Ah, c'est un peu de recherche. Vous pouvez aussi cultiver par exemple de la betterave comme nous en avons actuellement. Nous sommes le 1er août, elles sont déjà très grandes. Ce carré a aussi beaucoup produit d'ail cette année, donc c'est gagnant-gagnant. Et vous pouvez garder vos propres graines. Vous pouvez replanter vos gousses d'ail en octobre. Donc c'est très abordable, je dirais, une fois que vous avez votre ail de semence initiale. Et puis le concombre de Coaguette, la famille des cucurbitacées, pousse vraiment vite, mais c'est un légume d'été uniquement. Si vous aimez les courgettes ou les concombres, cultivez-les tous les deux. Les concombres de plein champ poussent à l'extérieur et s'étalent au sol. Ils sont très faciles. Ils produisent des récoltes pendant environ 2 mois et demi, généralement de juillet à début septembre. Mais vous pouvez vraiment en profiter pendant cette période. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace. Une plante de concombre par personne suffit largement. Pour les courgettes, c'est pareil, à condition qu'il fasse assez chaud. Dans les régions plus fraîches, ce choix est moins adapté. Mais la famille des cucurbitacées en général pendant les mois d'été pousse très vite et produit beaucoup de nourriture. Dans le même esprit, les haricots et les pois. Donc je les ai un peu regroupés parce que ça dépend un peu de ce que vous préférez. Pour les pois, la variété Hearst Greenshaft peut être semée très tôt. Cette variété atteint 1,2 m, environ 4 pieds de haut. De belles longues gousses de pois vraiment savoureux. Ce sont des pois à écossais. C'est quelque chose que j'attends vraiment avec impatience chaque mois de juin. Ce sont des plantes saisonnières. On ne peut pas cultiver des pois toute l'année, mais on peut en profiter pleinement pendant 2 mois au début de l'été. Et les haricots, vous avez tellement de choix, comme les fèves d'hiver, ou les haricots grimpants en été, soit pour les gousses, soit pour les graines. Ces choix devraient vous aider à commencer, mais l'essentiel est de manger ce que vous aimez. Avoir de l'empathie pour une plante et vouloir la voir pousser et la manger l'aide vraiment à grandir. Brown Ben sur Instagram demande « Certains jardiniers soutiennent que le jardinage sans labour, bien qu'efficace à petite échelle, n'est pas évolutif ou durable pour les grandes exploitations sans apport important de compost. » Comment répondez-vous à cela lorsqu'ils soutiennent que le jardinage sans labour dépend trop de l'achat de compost à l'extérieur et pourrait ne pas être aussi écologique? Et il termine en disant « Un de mes amis partisans du labour m'a posé cette question, jeu de mots intentionnel. » Donc, je répondrai à cela en clarifiant la différence entre le jardinage intensif, qui est le cœur de mon travail, c'est-à-dire cultiver des légumes à plus forte valeur ajoutée, principalement sur de petites surfaces, ce qui n'est pas la même chose que l'agriculture à plus grande échelle, ce que j'appelle l'agriculture. Donc, la différence entre le jardinage et l'agriculture. L'agriculture se pratique sur des surfaces beaucoup plus grandes, utilise souvent des machines et consiste à cultiver des cultures de moindre valeur. Et à cette échelle, je dirais que ce type d'approche, oui, ce n'est pas rentable, mais c'est parce que on cultive des cultures de moindre valeur. Donc, à plus grande échelle, je ne recommanderais pas une seule seconde à un agriculteur d'essayer d'utiliser, disons, cette quantité de compost. Ce serait énorme. Il est plus réaliste, par exemple, de cultiver des engrais verts et des cultures de couverture. Et juste une petite quantité de compost peut faire une grande différence dans un champ plus grand. La quantité de compost que j'utilise ici est d'environ 40 tonnes par acre, soit 100 tonnes par hectare. Et si vous êtes un agriculteur qui regarde ceci, vous pourriez lever les bras au ciel d'horreur en entendant ce chiffre, car il est certain que vous ne voudriez pas envisager de faire cela sur des surfaces beaucoup plus grandes. Mais c'est une quantité standard pour le maraîchage intensif. Autre point, le compost, même en grande quantité, n'est pas un engrais et ne lessive pas les nutriments. Il n'est pas soluble dans l'eau, donc aucune inquiétude. Il augmente la fertilité du sol, permettant d'excellents rendements sur peu d'espace,
ce qui justifie la main-d'œuvre requise? Cette question a de nombreux aspects, j'espère y avoir répondu dans l'ensemble. Une autre concerne également l'argument de la boucle fermée. Vous ne l'avez pas mentionné spécifiquement, mais certains affirment qu'on ne devrait pas importer de matière organique dans son jardin. À l'échelle d'une ferme, c'est faisable, mais dans un jardin, c'est difficile à cause de la quantité de compost utilisée pour cultiver beaucoup de légumes. On cherche toujours plus de matière organique et il y a beaucoup de déchets disponibles, donc personne n'en manque. Vous savez, il s'agit simplement d'utiliser des matériaux de déchets, comme par exemple des copeaux de bois, qui pourraient ne pas être utilisés pour autre chose, ou du marc de café usagé, du vieux fumier animal que d'autres personnes n'utilisent pas. Et le dernier, c'est votre propre compost de fumier. J'ai un compost de toilette dans le jardin, ce qui fournit aussi une bonne quantité pour cultiver des légumes. Et il y a encore beaucoup à dire à ce sujet, c'est certain, mais c'est un autre aspect de l'ensemble du processus de recyclage des nutriments. Donc, il y a deux excellentes questions, et elles sont quelque peu liées, provenant de YouTube. Kay Jones demande comment, face à la crise de santé mentale et à la déconnexion avec la nature, notamment chez les jeunes et les communautés vulnérables, le jardinage sans labour pourrait améliorer le bien-être et faciliter l'accès à la culture alimentaire. Dans le même esprit, le Milan a demandé comment votre vie change-t-elle en cultivant votre propre nourriture et en quoi cela est-il utile aujourd'hui? J'ai 20 ans et il me semble que beaucoup de mes pairs voudraient entendre votre réponse. Donc la beauté de la culture sans labour, c'est à quel point elle peut rendre le jardinage et la culture de la nourriture accessibles. Tant que vous pouvez obtenir une quantité décente de compost au début. Donc c'est une question un peu à part. Même si ce n'est pas possible, on peut pratiquer la culture sans labour avec moins de compost. Donc une fois que vous avez commencé un espace sans labour, il y a beaucoup moins de corvées fastidieuses de jardinage, beaucoup moins de désherbage par exemple, c'est le principal. Et ça devient plus amusant, oui, plus accessible. Donc c'est le rôle que joue spécifiquement la culture sans labour. Et donc si vous pouvez trouver comment vous réunir suffisamment pour prendre en charge une parcelle, elle n'a pas besoin d'être immense. Regardez School Beans Lara, qui n'est en fait pas très loin d'ici, et j'ai fait des vidéos avec elle. Et elle dirige des projets fantastiques pour les enfants près de Yeovil, dans le Somerset. Et c'est un exemple de quelqu'un qui est très motivé, qui adore travailler avec les enfants et les adultes. En fait, elle propose aussi d'excellentes formations pour les adultes afin de lancer ce genre d'initiative. Et apprenez auprès de personnes comme elle comment cela peut fonctionner. C'est tout à fait faisable. Et vous commencez à recevoir des retours incroyables très rapidement, ce qui alimente votre enthousiasme. C'est important aussi. Donc oui, la façon dont cela peut améliorer le bien-être, c'est en améliorant votre propre bien-être en le faisant. Cela améliore le bien-être de tout le groupe. Et c'est une chose qui a été remarquée. Pourquoi ai-je reçu beaucoup de retours sur les groupes de personnes réunies, sur l'énergie que cela peut apporter à chacun d'entre vous? Et cela se produit avec les jardins partagés, par exemple. Ce sont des sites partout au Royaume-Uni maintenant qui louent des parcelles à des membres qui ensuite cultivent. Et ce sont des personnes de tous horizons, dont beaucoup n'avaient jamais cultivé auparavant. Et soudain, ils le font. Ils ont la possibilité de le faire. Souvent à petite échelle, avec 2 ou 3 petites plates-bandes. D'une certaine manière, c'est moins important que le fait d'être dehors dans la nature, de se connecter avec les éléments et la terre, les bactéries qui proviennent du sol et qui produisent de la sérotonine. Ça nous fait du bien. On me demande souvent dans ces vidéos, tu es ivre? C'est juste parce que je deviens tellement enthousiaste, non seulement en parlant de ça, mais aussi parce que je suis ici, dehors, dans la nature. Je suis entouré de ces merveilleux micro-organismes qui sont essentiels à notre bien-être. Et cela nous amène à un autre aspect. Manger ces aliments et introduire les micro-organismes du sol dans notre intestin montre que le biome intestinal ressemble beaucoup à celui du sol. On commence à se sentir différent et donc toutes ces choses sont liées, interconnectées. Regardez quelques détails. Nous mettrons beaucoup de liens dans la description de la vidéo à ce sujet. Et essayez, lancez-vous dans un projet. Ne vous laissez pas décourager par ce qui pourrait sembler être une tâche intimidante. Vous rencontrerez vite d'autres personnes partageant le même état d'esprit, ce qui renforcera l'enthousiasme et le bonheur de tous.
Il y a une question ici à propos de la fabrication du compost. Elle vient de 18 Jaranuda sur YouTube et concerne les graines de mauvaises herbes, les racines de mauvaises herbes dans le compost, combien on peut en mettre. Inquiet pour la température et la survie. Je pourrais en dire plus, mais pour résumer. Par exemple, ici nous avons un tas de palettes que nous avons commencé à remplir il y a une semaine. Nous avons mis pas mal de choses ici. C'est déjà aussi plein et pourtant la température ne dépasse pas 50 degrés Celsius, c'est en fait assez chaud. Mais c'est surtout pour tuer les graines de mauvaises herbes. Il faut au minimum 50 de préférence, 55 degrés Celsius, c'est vraiment chaud. Et ça, je dirais que pour la plupart des gens, la plupart du temps, c'est en fait assez difficile à atteindre. Donc c'est juste pour être bien clair là-dessus. Et si vous mettez beaucoup de graines de mauvaises herbes dans votre tas de compost, donc pas mal vont survivre. À quel point est-ce grave? Avec la méthode sans labour, vous mettez le compost par-dessus, vous créez une surface souple et friable qui en fait n'est pas si difficile à sarcler avec une houe ou un râteau lorsque ces graines de mauvaises herbes commencent tout juste à germer. Un joli dicton dit « Binez les mauvaises herbes avant de les voir afin d'éliminer les graines qui germent encore petites ». Cela signifie qu'il est plus probable d'utiliser du compost qui peut contenir de nombreuses graines de mauvaises herbes, donc je dirais de ne pas trop s'en inquiéter. Et de même pour les racines de mauvaises herbes, si certaines survivent dans un tas de compost, vous allez les voir. Lorsque vous étalez le compost, de petites racines blanches, ou parfois même de grosses, mais bien blanches et brillantes, il suffit de les retirer et de les remettre dans le tas. Et souvent elles meurent, car les racines de mauvaises herbes se compostent facilement. Elles mourront dans un compost bien rempli et rechargé. N'hésitez pas, regardez mes vidéos et compostez sans crainte. Les mauvaises herbes en particulier, car elles apportent beaucoup de volume à un tas de compost.